Mon mari a exigé que je présente mes excuses à sa meilleure amie parce que mon honnêteté avait blessé ses sentiments. Quand j'ai refusé, il a crié de colère, « Excuse-toi ou je divorce ». J'ai accepté. Je suis allé chez elle, je l'ai regardée dans les yeux et, devant son mari, j'ai dit quelque chose qui leur a fait comprendre à tous les deux pourquoi les femmes comme moi ne s'inclinent jamais devant la vérité. Excuse-toi auprès de Scarlett ou je divorce. Mon mari, Mason, se tenait dans notre salon, les bras croisés, lançant cet ultimatum comme s'il négociait un contrat d'affaires au lieu de menacer de mettre fin à notre mariage de 5 ans. Son visage arborait cette expression que je n'avais que trop bien apprise à connaître au cours des derniers mois. Celle qui disait que j'étais déraisonnable, jalouse, impossible à vivre. Celle qui me faisait douter de ma propre santé mentale même lorsque je savais que j'avais raison. Avant de continuer, je tiens à vous remercier de vous joindre à moi pour partager des histoires sur la vérité et la défense de soi. Si vous croyez que l'honnêteté est plus importante que de maintenir la paix à tout prix, veuillez envisager de vous abonner. C'est gratuit et cela nous aide à toucher plus de personnes qui ont besoin d'entendre cela. Maintenant, voyons comment cela se déroule. Je l'ai regardé fixement, cet homme que j'avais promis d'aimer et de chérir, et j'ai réalisé que je ne le reconnaissais plus. Ou peut-être que je ne l'avais jamais vraiment connu. Parce que le maçon que je pensais avoir épousé n'exigerait pas que je m'excuse auprès de sa meilleure amie pour le crime d'avoir remarqué leur relation inappropriée. Le maçon que je pensais avoir épousé ne me manipulerait pas pour me faire croire que j'étais le problème alors que sa liaison émotionnelle avec Scarlett Pierce se déroulait sous mon nez depuis des années. Tu veux que je m'excuse auprès d'elle ? J'ai entendu ma propre voix, plus calme que ce que je ressentais à l'intérieur. Pourquoi exactement ? Pour l'avoir traitée avec méfiance et froideur depuis le jour où tu l'as rencontrée ? Pour l'avoir fait se sentir mal accueilli dans nos vies ? Pour être si jalouse que tu ne peux pas accepter que j'ai une amitié significative en dehors de notre mariage. La voix de Mason s'élevait à chaque accusation, comme s'il était la victime ici. Scarlett n'a été que gentille avec toi et tu as blessé ses sentiments avec ton attitude constante. Elle mérite des excuses et si tu ne peux pas les lui présenter, alors je ne sais pas si je peux rester dans ce mariage. Quelque chose a changé en moi à ce moment-là. Pas exactement un chagrin d'amour, bien que cela viendrait plus tard. Ce que j'ai ressenti, c'était une clarté, froide et tranchante comme une lame. Mais je m'avance un peu. Laissez-moi vous ramener au début, à l'époque où je croyais encore en la vie que Mason et moi construisions ensemble. Je m'appelle Aria Montgomery et pendant 5 ans, j'ai sincèrement cru avoir un mariage solide. Nous nous sommes rencontrés lors d'un barbecue d'été organisé par des amis communs, par l'un de ces parfaits après-midi de juillet où tout semblait possible. Mason se tenait près de la glacière quand je me suis approché, et il m'a regardé avec ce sourire sincère qui m'a fait oublier que j'étais censé jouer la carte de l'indifférence. Nous avons parlé pendant 3 heures d'affilée ce jour-là, assis sur les marches du porche arrière tandis que la fête continuait autour de nous. Il m'écoutait parler de mon travail de graphiste. Il posait des questions pertinentes sur mon processus créatif. Il m'a parlé avec un réel enthousiasme de la gestion des opérations dans une entreprise de logistique de taille moyenne, pas avec cet intérêt fin que certains hommes utilisent comme prétexte jusqu'à ce qu'ils puissent à nouveau parler d'eux-mêmes. Ce qui m'a séduite, c'est son attention aux détails. Lors de notre premier vrai rendez-vous, il s'est souvenu que je prenais mon café avec juste un nuage de crème et sans sucre. Il m'a surprise avec des rendez-vous en librairie parce que j'avais mentionné que j'aimais l'odeur des livres neufs et l'atmosphère calme. Il m'a fait me sentir vu comme jamais auparavant, comme s'il était réellement intéressé par qui j'étais plutôt que par ce qu'il voulait que je sois. Notre mariage a eu lieu 2 ans plus tard. Nous l'avons gardé petit et significatif, organisé dans un jardin avec des guirlandes lumineuses enroulées autour de vieux chênes et des fleurs sauvages dans des bocaux maçons sur chaque table. Nous n'avons invité que la famille proche et les amis, le genre de cérémonie intime où l'on reconnaît tout le monde et où l'on peut avoir de vraies conversations au lieu de faire la queue pour les félicitations. Je portais une simple robe ivoire que j'avais trouvée dans une boutique du centre-ville. Mason a pleuré pendant ses vœux. Ma mère m'a prise à part pendant la réception et m'a dit qu'elle ne m'avait jamais vue aussi heureuse. Nous nous sommes installés dans notre appartement de 2 chambres dans un quartier calme où les enfants faisaient encore du vélo sur les trottoirs et où les voisins se connaissaient par leur nom. Je travaillais de chez moi en tant que graphiste indépendante, ce qui me donnait la flexibilité de gérer mon propre emploi du temps. Mason se rendait au centre-ville à son entreprise de logistique tous les matins à 7 h et rentrait vers 18 h la plupart des soirs. Nous partagions les factures équitablement. Nous cuisinions ensemble le week-end, expérimentant de nouvelles recettes et riant quand les choses tournaient mal. Nous parlions d'acheter une maison un jour, peut-être d'avoir des enfants,
et certainement de voyager davantage une fois que nous aurions économisé assez. La vie semblait stable, prévisible, confortable de toutes les manières que l'on m'avait appris à valoriser. Je pensais savoir exactement qui j'avais épousé et à quoi ressemblerait notre avenir. En y repensant maintenant, je réalise que je vivais dans une illusion soigneusement construite où je ne voyais que ce que ma sonne voulait que je voie. L'illusion a commencé à se fissurer environ 6 mois après notre mariage, lorsque ma sonne est rentré du travail un soir avec une excitation visible qui émanait de lui. Il m'a fait asseoir sur notre canapé et m'a annoncé que sa meilleure amie de l'université, Scarlett, revenait en ville après avoir travaillé pendant des années dans la vente de produits pharmaceutiques dans un autre État. Il l'a décrite avec une sorte de chaleur nostalgique qui semblait initialement innocente, de la manière dont on parle des amis qui ont marqué notre jeunesse. Scarlett était brillante, disait-il. L'une de ces personnes naturellement charismatiques qui pouvaient vendre n'importe quoi à n'importe qui et leur faire sentir reconnaissant de l'opportunité. Elle avait été son amie la plus proche pendant leurs 2 dernières années d'université, faisant partie d'un groupe soudé qui avait veillé tard, résolvant les problèmes du monde et se promettant de rester en contact pour toujours, comme le font les jeunes de 20 ans. J'étais sincèrement heureuse pour ma sonne. Tout le monde a besoin de bons amis, surtout de ceux qui vous ont connu avant que vous ne deveniez la personne que vous êtes maintenant. J'avais mes propres amis d'université éparpillés dans différents états, des gens à qui j'envoyais des textos régulièrement et que je rendais visite quand c'était possible. Avoir Scarlett à proximité serait bon pour lui, pensais-je. Il avait récemment mentionné se sentir déconnecté de ses anciens amis, regrettant la camaraderie facile des gens avec qui il partageait une histoire. Quand j'ai finalement rencontré Scarlett lors d'un dîner que ma sonne avait organisé dans un restaurant du centre-ville, elle était exactement comme il l'avait décrite, élégante et confiante, comme les représentants pharmaceutiques apprennent à l'être, habillée professionnellement même pour un vendredi soir décontracté, avec des cheveux méchés coiffés en vagues lâches et des bijoux qui témoignaient de son succès sans être ostentatoire. Elle avait ce sourire étudié qui vient d'années de réunions avec des clients, chaleureux mais légèrement impersonnel, le genre qui vous fait sentir bienvenu mais pas nécessairement vu. Elle était attirante d'une manière soigneusement entretenue. Le genre de femme qui investissait clairement du temps et de l'argent dans son apparence dans le cadre de sa marque professionnelle. Ce qui m'a immédiatement frappé, c'est la facilité avec laquelle Scarlett et Mason ont retrouvé leur rythme en quelques minutes. Ils ont ri de professeurs que je n'avais jamais rencontrés, se sont remémorés des voyages en voiture auxquels je n'avais pas participé, ont terminé les phrases l'un de l'autre d'une manière qui démontrait une profonde familiarité. J'étais assise là, souriant et hochant la tête, essayant de participer lorsque la conversation se tournait brièvement vers moi, mais me sentant surtout comme une observatrice assistant à une réunion dont je ne faisais pas partie. Ce n'était ni hostile ni délibérément exclusif. C'était simplement que leur histoire commune créait un langage que je ne parlais pas, des références que je ne comprenais pas, des blagues internes qui nécessitaient de longues explications pour avoir un sens pour un étranger. Le mari de Scarlett, Elia, était là aussi. Un homme calme qui travaillait comme comptable et semblait tout aussi périphérique à la conversation. Il a croisé mon regard à un moment donné, alors que Mason et Scarlett riaient de quelque chose de leur 2e année d'université, et nous avons partagé un bref regard que je n'ai pas complètement compris alors, mais que je reconnaîtrai plus tard comme une reconnaissance mutuelle de notre statut secondaire. La première petite violation de limite s'est produite si subtilement que je l'ai à peine remarquée. Quelques semaines après ce dîner initial, Scarlett a commencé à envoyer des textos à Mason pendant nos soirées en amoureux. La première fois, nous étions au cinéma, attendant le début des bandes-annonces, quand son téléphone a vibré. Il y a jeté un coup d'œil, a tapé une réponse rapide, puis l'a rangé avec un sourire d'excuse. 5 minutes plus tard, il a de nouveau vibré. Puis encore. Au moment où le film a commencé, Mason avait échangé une 12aine de messages avec Scarlett à propos d'une présentation de travail qui la rendait nerveuse. Il s'excusait à chaque fois, promettait de ranger son téléphone, mais celui-ci continuait d'attirer son attention comme une force magnétique à laquelle il ne pouvait pas résister complètement. Ce schéma s'est répété au cours des mois suivants. Des dîners interrompus par des textos sur des clients difficiles. Des matins de week-end perturbés par des appels téléphoniques sur les problèmes de mariage de Scarlett avec Elia. Des soirées tardives où Mason tapait des réponses à des messages alors que nous étions assis sur le canapé, censés regarder la télévision ensemble. Chaque fois que je suggérais gentiment qu'il pourrait peut-être lui répondre plus tard, Mason me regardait avec une déception à peine dissimulée, comme si je manquais à un test fondamental de compréhension et de compassion. Puis est arrivé l'incident de la clé de secours. Mason a donné à Scarlett une clé de notre appartement, en cas d'urgence, sans en discuter avec moi au préalable.
Je l'ai découvert quand je suis sorti de mon bureau à domicile un mardi après-midi pour trouver Scarlett assise sur notre canapé, chaussures enlevées, complètement à l'aise dans mon espace pendant que Mason lui préparait un café. Elle avait besoin d'emprunter notre Wi-Fi pour un appel client, a-t-elle expliqué joyeusement, car le sien était de nouveau en panne, comme si c'était une situation récurrente que j'aurais dû connaître. Je suis resté là, dans mon propre salon, me sentant comme une intruse tandis que Scarlett discutait avec Mason de son territoire de vente et de ses structures de commission. Quand elle est finalement partie 1 heure plus tard, j'ai demandé à Mason si nous pouvions peut-être établir des limites concernant la clé de secours. J'ai suggéré que Scarlett envoie un texto avant de venir pour que nous ne soyons pas pris au dépourvu. La réponse de Mason a été immédiate et défensive. Scarlett traversait une transition difficile, a-t-il expliqué avec une patience exagérée. Nouvelle ville, mariage en difficulté, travail à haute pression. Les vrais amis se soutiennent sans condition ni restriction. Allais-je vraiment être le genre de personne à faire passer la commodité avant la compassion? Cette conversation est devenue un modèle pour des dizaines d'autres au cours des mois suivants. Chaque fois que j'essayais d'établir une limite, Mason la reformulait comme si j'étais peu accueillante, jalouse, incapable de gérer le fait qu'il ait des amitiés proches en dehors de notre mariage. J'ai commencé à douter de mes propres instincts, me demandant si j'étais possessive ou déraisonnable. Peut-être que c'était à ça que ressemblaient les amitiés adultes matures, et que j'étais juste trop peu sûr de moi pour le supporter. Notre 5e anniversaire est arrivé un mardi de fin septembre. J'avais fait des réservations 2 mois à l'avance au Méridien, un restaurant élégant du centre-ville réputé pour son atmosphère intime et son menu qui changeait selon les saisons. Je portais la robe émeraude que Mason avait complimentée des années auparavant lors de l'un de nos premiers rendez-vous, celle qui, selon lui, faisait ressembler mes yeux à du verre de mer. J'avais soigneusement planifié toute la soirée, dîner, puis une promenade le long de la rivière où nous avions eu l'une de nos premières vraies conversations. Puis retour à la maison où un cadeau attendait, un album photo relié en cuir que j'avais commandé, documentant notre relation depuis ce premier barbecue jusqu'à notre mariage et notre vie de couple. Nous étions à mi-chemin de nos entrées lorsque le téléphone de Mason a commencé à vibrer sans cesse. 1 fois, 2 fois, 5 fois de suite. Chaque notification fracturait un peu plus son attention jusqu'à ce qu'il soit à peine présent, ses yeux rivés sur l'écran pendant que j'étais assise en face de lui, me regardant devenir invisible en temps réel. C'est là que j'ai prononcé ces mots. Mason, c'est notre anniversaire. Et c'est là qu'il a levé les yeux avec une confusion sincère et a dit que Scarlett traversait une crise. Qu'il lui faisait juste savoir qu'elle n'était pas seule. Mais j'étais seule, assise en face de mon mari dans un restaurant cher, lors de ce qui aurait dû être l'une des soirées les plus importantes de notre année, pendant qu'il apportait un soutien émotionnel à une autre femme. L'ironie était suffocante, amère dans ma bouche, se mélangeant à la nourriture que je pouvais à peine avaler. Cette nuit-là, allongé dans le lit tandis que Mason dormait paisiblement à côté de moi, je me suis enfin avoué ce que j'évitais depuis des mois. Mon mariage comptait 3 personnes, et j'étais la moins importante. 3 mois se sont écoulés après ce dîner d'anniversaire au Méridien. 3 mois pendant lesquels j'ai essayé de me convaincre que je surréagissais, que la relation de Mason avec Scarlett n'était qu'une amitié inhabituellement proche, que mon malaise était mon propre problème à résoudre. 3 mois à ravaler mes instincts et à forcer des sourires pendant que Scarlett continuait à utiliser sa clé de secours pour passer à l'improviste, et que Mason continuait à prioriser ses textos par rapport à nos conversations. Puis mon ordinateur portable est mort un mercredi matin début décembre, en plein milieu d'un projet client critique. L'écran est devenu noir sans avertissement alors que je travaillais sur une présentation de design pour un client majeur, le genre qui pourrait mener à un contrat à long terme si je livrais quelque chose d'impressionnant. J'ai essayé de le redémarrer plusieurs fois, en maintenant différentes combinaisons de touches, même en le débranchant et en retirant la batterie. Rien n'a fonctionné. La date limite était en fin de journée, ce qui me donnait environ 6 heures pour terminer la présentation et la soumettre. La panique s'est installée immédiatement. J'avais besoin d'accéder à mes fichiers de travail qui étaient stockés dans le cloud, et j'en avais besoin rapidement. L'ordinateur portable de Mason était dans son bureau à domicile où il l'avait laissé ce matin-là avant de partir travailler au centre-ville. Il m'avait dit des dizaines de fois que je pouvais l'utiliser si j'en avais besoin, que nous n'avions pas de secret l'un pour l'autre, que ce qui était à lui était à moi. Je l'ai pris sans hésitation, l'ai allumé et me suis connecté à mon compte de stockage cloud via son navigateur. Les fichiers de la présentation se sont chargés rapidement, et je me suis replongé dans le travail, courant contre la montre pour terminer la mise en page complexe que j'étais en train de construire. Environ 1 heure plus tard,
j'ai réalisé que j'avais besoin de consulter nos documents fiscaux de l'année précédente pour vérifier certaines catégories de dépenses professionnelles que j'illustrais pour le client. Masson gardait tous nos documents financiers organisés dans des dossiers sur son ordinateur portable puisqu'il s'occupait de la plupart de nos formalités administratives. J'ai ouvert son explorateur de fichiers et j'ai navigué jusqu'à l'endroit où il gardait habituellement nos documents partagés. C'est là que je l'ai vu, enfoui parmi des fichiers de travail et des téléchargements aléatoires d'une manière qui suggérait qu'il était délibérément caché, mais pas assez bien. Un dossier intitulé « Personnel privé ». Quelque chose dans ces deux mots ensemble m'a serré l'estomac par instinct avant que mon esprit conscient ne puisse comprendre pourquoi. Masson et moi ne nous gardions pas de secret. Nous avions toujours fonctionné sur une base d'ouverture et d'honnêteté. Du moins, c'est ce que j'avais cru. Alors, pourquoi aurait-il besoin d'un dossier marqué « privé » sur un ordinateur portable qu'il m'avait dit que je pouvais utiliser librement? Mes mains tremblaient légèrement alors que je déplaçais le curseur sur le dossier. Une partie de moi savait que je devais fermer l'ordinateur portable et en parler directement à Masson à son retour. Une partie de moi espérait désespérément y trouver quelque chose d'innocent. Peut-être des plans pour un anniversaire surprise ou des documents de travail sensibles qu'il n'était pas censé partager. Je l'ai ouvert. Le dossier contenait des centaines de fichiers, photos, captures d'écran, documents remontant à 3 ans selon les dates. Mes yeux essayaient de donner un sens à ce que je voyais, mon cerveau s'efforçant de catégoriser et de comprendre avant que l'impact émotionnel ne puisse frapper. Masson et Scarlett assis l'un en face de l'autre à des tables de restaurant que je ne reconnaissais pas, penchés l'un vers l'autre dans une conversation qui semblait bien plus intime qu'une amitié décontractée. Des clichés de Scarlett riant de quelque chose hors champ, son visage rayonnant d'une joie sincère. Des selfies d'eux deux ensemble, son bras autour de ses épaules, tous deux souriant comme s'ils partageaient quelque chose de précieux et de privé. Et des captures d'écran, des dizaines et des dizaines de captures d'écran de conversation par SMS entre eux. J'ai cliqué sur la première capture d'écran avec des mains devenues insensibles. L'horodatage indiquait 2 heures du matin, il y a 6 mois. Scarlett avait écrit un long paragraphe sur le fait de se sentir perdue dans son mariage avec Elia, de se demander si elle avait fait les bons choix dans sa vie, de regretter la connexion qu'elle ressentait autrefois avec les gens qui la comprenaient vraiment. La réponse de Masson était tout aussi longue, validant chaque sentiment qu'elle avait exprimé, partageant ses propres pensées sur les chemins non empruntés et les connexions qui transcendent les limites de l'amitié normale. J'ai ouvert une autre capture d'écran, celle-ci datant d'1 an, tard dans la nuit encore. Scarlett écrivait qu'elle ne pouvait pas dormir parce qu'elle n'arrêtait pas de penser à différentes versions de sa vie, à différents choix qu'elle aurait pu faire. Masson répondait avec compréhension et ses propres confessions sur le fait de se demander, et si, d'avoir des regrets qu'il ne pouvait pas entièrement articuler à la plupart des gens. L'échéance de mon client était complètement oubliée maintenant. J'étais assise, figée au bureau de Masson, cliquant sur capture d'écran après capture d'écran, regardant une relation cachée se dérouler en détail. Ce n'étaient pas des échanges amicaux sur les plans du week-end ou des conseils de travail. C'étaient des confessions émotionnelles, des conversations intimes tard dans la nuit où 2 personnes partageaient leurs sentiments les plus profonds, leurs regrets et leurs désirs. Puis j'ai trouvé le message qui allait se rejouer dans mon esprit pendant des mois, gravé dans ma mémoire avec la précision d'une gravure à l'acide. Scarlett l'avait envoyé à 2h17 du matin il y a environ 8 mois, à peu près au moment où Masson avait commencé à paraître distant et préoccupé à la maison. Le message disait, parfois, je me demande ce qu'aurait été la vie si nous nous étions mis ensemble au lieu de rester simplement amis à l'université. Tu y penses parfois? La réponse de Masson est arrivée seulement 3 minutes plus tard, suggérant qu'il était réveillé et attendait son message, ou qu'il pensait à elle à 2 heures du matin au lieu de dormir à côté de sa femme. Plus que je ne le devrais probablement, mais nous avons fait nos choix. Ça ne veut pas dire que je n'apprécie pas ce que nous avons maintenant. J'ai lu ces mots 3 fois, 4 fois, 5 fois, espérant à chaque fois qu'ils se réorganiseraient en quelque chose de moins dévastateur, quelque chose qui pourrait être expliqué comme une amitié innocente. Mais le sens était limpide. Mon mari avait des sentiments pour Scarlett qui allaient bien au-delà de l'amitié. Il avait pensé à des versions alternatives de sa vie où ils étaient ensemble au lieu d'être simplement amis, et il appréciait ce qu'ils avaient actuellement, quoi que ce soit, assez pour le maintenir à travers des années de communication secrète. Le pire, c'était l'horodatage. 2h20 du matin. Pendant que je dormais dans notre lit, probablement préoccupé par un projet de travail ou une tâche ménagère, Masson était éveillé, engagé dans une intimité émotionnelle avec une autre femme, discutant de relations romantiques hypothétiques qu'ils auraient pu avoir ensemble.
Je ne pouvais pas m'empêcher de creuser plus profondément maintenant. La boîte de Pandore était ouverte, et je devais voir tout ce qu'elle contenait, peu importe à quel point cela ferait mal. J'ai fermé le dossier des captures d'écran et j'ai ouvert nos relevés de cartes de crédit communes via le portail bancaire en ligne que Mason gardait en favori sur son navigateur. J'ai commencé à chercher des schémas, à croiser les dates et les lieux. Chaque mardi après-midi des 2 dernières années, une dépense apparaissait au Riverbank Café, un bistrot chic du centre-ville que Mason n'avait jamais mentionné ni suggéré de visiter ensemble. Les montants se situaient constamment entre 50 et 70 $, le genre de total que l'on verrait pour 2 personnes déjeunant agréablement avec des boissons et des apéritifs. Bien plus que ce que Mason dépenserait habituellement pour un repas décontracté. J'ai ouvert le calendrier numérique de Mason, qu'il gardait synchronisé sur tous ses appareils. Et là, c'était clair comme le jour, une fois que je savais où chercher. Chaque mardi à midi, un rendez-vous récurrent simplement intitulé « Déjeuner de travail », sans autres détails, sans nom de client, sans lieu spécifié, juste un vague créneau de 2 heures qui était sur son calendrier depuis des années. J'ai comparé les dates des dépenses du Riverbank Café avec les photos de son dossier caché. Elles correspondaient parfaitement. Les photos de Mason et Scarlett à des tables de restaurant avaient été prises lors de ces déjeuners du mardi. Pendant que j'étais à la maison à travailler sur des projets de design en freelance, à manger des restes à mon bureau, et à supposer que mon mari prenait une bouchée rapide entre 2 réunions, il avait des déjeuners secrets hebdomadaires avec Scarlett. Des rendez-vous qui l'obligeaient à bloquer 2 heures complètes, qui impliquaient de dépenser une somme d'argent importante, et qui étaient assez importants pour être maintenus comme une habitude pendant des années. Ce n'étaient pas des rattrapages amicaux occasionnels quand les horaires coïncidaient. C'était une tromperie délibérée, soutenue et soigneusement planifiée. Mason avait construit une vie émotionnelle parallèle avec Scarlett, avec des rendez-vous fixes, des conversations intimes tard dans la nuit et des secrets partagés, tout en rentrant à la maison et en agissant comme si tout était normal. Je suis resté assise à ce bureau pendant 2 heures d'affilée, ma présentation client complètement abandonnée alors que la date limite passait inaperçue. J'ai lu chaque capture d'écran que j'ai pu trouver. J'ai documenté chaque dépense suspecte sur notre carte de crédit. J'ai regardé chaque photo, étudiant leur langage corporel et leurs expressions faciales, voyant des choses que j'avais manquées auparavant, quand je m'étais convaincu que j'étais paranoïaque. Les preuves n'étaient ni ambiguës ni sujettes à interprétation. Ce n'étaient pas quelques textos douteux qui pouvaient être expliqués comme une amitié mal interprétée. C'étaient des années d'intimité émotionnelle documentée, des preuves financières de rencontres secrètes, des preuves photographiques d'une relation qui franchissait toutes les limites qu'une personne mariée devrait respecter. Ce qui a tout aggravé, c'est la clarté soudaine sur la manière dont j'avais été manipulé. Chaque fois au cours des derniers mois où j'avais exprimé mon malaise face à la présence constante de Scarlett dans nos vies, Mason m'avait fait sentir que j'étais le problème. Il m'avait qualifié de jalouse, possessive, peu sûre de moi, incapable de gérer des amitiés adultes matures. Il s'était positionné comme le partenaire patient et raisonnable essayant d'aider sa femme à surmonter ses soupçons infondés. Il m'avait fait douter de mes propres instincts et perceptions jusqu'à ce que je commence à croire que mon malaise était un défaut personnel que je devais surmonter. Mais mes instincts avaient crié la vérité tout ce temps. Chaque sentiment d'inconfort, chaque moment de suspicion, chaque fois que je m'étais senti comme la 3e roue du carrosse dans mon propre mariage. Tout cela avait été une perception exacte d'une réalité que Mason me cachait activement tout en me manipulant pour me faire croire que j'imaginais des problèmes qui n'existaient pas. J'ai enfin compris pourquoi Mason défendait si férocement Scarlett chaque fois que j'essayais de fixer des limites. Pourquoi il donnait la priorité à ses textos et appels par rapport à notre temps ensemble. Pourquoi il lui avait donné une clé de secours de notre appartement sans me le demander. Pourquoi il m'avait regardé avec déception et frustration chaque fois que je suggérais que leur amitié avait peut-être une dynamique malsaine. Parce que dans l'esprit de Mason, je n'étais pas sa priorité. C'était Scarlett. J'étais l'obligation, la femme légale, la personne chez qui il rentrait par engagement plutôt que par choix. Scarlett était la personne à laquelle il pensait à 2 heures du matin, la personne pour qui il réservait un moment spécial chaque semaine, la personne avec qui il partageait ses sentiments les plus profonds et ses regrets. J'étais devenu la 3e roue du carrosse dans mon propre mariage, et la preuve en était étalée sur l'écran de l'ordinateur portable de Mason, indéniable. Je suis resté assise au bureau de Mason, fixant les preuves de sa trahison jusqu'à ce que la lumière de l'après-midi change et que les ombres s'étirent dans la pièce. L'échéance de mon client était passée depuis des heures. Mon téléphone avait vibré plusieurs fois avec des messages que je n'ai pas lus.
Plus rien de tout cela n'avait d'importance comparé au décombre de mon mariage étalé sur l'écran de l'ordinateur portable devant moi. Finalement, je me suis forcé à bouger. J'ai trouvé une clé USB dans le tiroir du bureau et j'ai copié méthodiquement tout. Chaque photo de Mason et Scarlett lors de ces déjeuners du mardi. Chaque capture d'écran de leurs conversations nocturnes sur les chemins non empruntés et les connexions qui transcendent les frontières. Chaque relevé de carte de crédit montrant le schéma des rencontres secrètes s'étalant sur des années. J'ai tout organisé dans des dossiers avec des étiquettes et des dates claires, constituant un dossier comme un avocat se préparant pour un procès. Quand j'ai terminé, je me suis assise et j'ai attendu que quelque chose se passe en moi. Je m'attendais à des larmes, à de la rage ou au genre d'effondrement émotionnel que l'on voit dans les films quand le monde de quelqu'un s'écroule. Au lieu de cela, j'ai ressenti un étrange calme, une clarté, le genre qui vient après que le choc se soit complètement dissipé et que l'on réalise que l'on se trouve au milieu de décombres qui ne peuvent être reconstruits. Il y avait presque un soulagement à savoir que je n'avais pas été folle ou paranoïaque, que mes instincts avaient eu raison depuis le début. J'ai regardé l'horloge, 15h45. Mason rentrerait vers 18h30 comme toujours, franchissant la porte avec sa mallette et le stress du travail écrit sur son visage, s'attendant à un dîner et à une conversation normale. J'ai décidé de lui donner exactement cela, du moins au début. Je voulais voir s'il pouvait s'asseoir en face de moi et prétendre que tout allait bien, sachant ce qu'il avait caché. Je suis allé à la cuisine et j'ai commencé à préparer le dîner. Poulet avec des légumes rôtis, l'un des plats préférés de Mason. J'ai mis la table avec notre vaisselle habituelle, pas celle que nous réservions pour les occasions spéciales. J'ai même mis de la musique de fond, une playlist que nous aimions tous les deux, créant l'illusion de la normalité dans notre appartement qui ressemblait soudainement à un décor de théâtre plutôt qu'à un foyer. Mason a franchi la porte à 18h28, pile à l'heure. Il avait l'air fatigué, sa cravate desserrée et ses cheveux légèrement en désordre après y avoir passé les mains, comme il le faisait quand le travail le frustrait. Il a souri en me voyant dans la cuisine, a posé sa mallette et est venu m'embrasser sur la joue comme il l'avait fait des milliers de fois. « Ça sent bon », dit-il, se dirigeant déjà vers notre chambre pour se mettre à l'aise. Dure journée avec cette présentation client. Mon ordinateur portable avait planté ce matin, une éternité auparavant. Il ne savait pas que j'avais passé la journée à découvrir sa liaison émotionnelle au lieu de travailler. On peut dire ça, ai-je répondu, ma voix stable. Je l'ai laissé décompresser pendant exactement 15 minutes, assez longtemps pour qu'il enfile un pantalon de survêtement et un t-shirt, se verse un verre de vin rouge de la bouteille que nous gardions sur le comptoir, et s'installe à sa place habituelle sur le canapé avec son téléphone. Je l'ai regardé faire défiler ses messages, probablement en train d'envoyer un texto à Scarlett pour lui parler de sa journée, complètement inconscient de ce qui allait arriver. Puis je me suis approché avec son ordinateur portable, déjà ouvert sur ce dossier caché avec ses centaines de fichiers incriminants. Je me suis assise dans le fauteuil en face de lui, la table basse entre nous, comme une barrière ou peut-être un fossé protecteur. J'ai tourné l'écran pour qu'il puisse le voir clairement et j'ai posé la question la plus simple que je pouvais formuler. Qu'est-ce que c'est ? Mason a levé les yeux de son téléphone, la confusion traversant son visage alors qu'il essayait de comprendre ce qu'il voyait. Puis je l'ai vu réaliser. Ses yeux se sont légèrement agrandis. Sa bouche s'est ouverte comme pour parler, mais aucun mot n'est sorti. Pendant peut-être 3 secondes, la panique a traversé ses traits, brute et sans défense. Puis elle a disparu, remplacée par quelque chose de plus dur. Son expression est passée si rapidement à la défensive que j'ai failli manquer la transition. Tu as fouillé dans mes fichiers privés. Sa voix s'est élevée avec une indignation immédiate, comme si c'était moi qui avais commis une violation impardonnable. Aria, qu'est-ce que tu as fait ? Ce sont mes affaires personnelles. Tu n'avais pas le droit de fouiner dans mon ordinateur portable. L'audace de sa réaction m'a stupéfié un instant. Il ne niait pas ce qu'il y avait dans le dossier. Il ne s'excusait pas ni n'essayait d'expliquer. Son premier réflexe a été de me faire passer pour la méchante pour avoir découvert sa trahison. J'utilisais ton ordinateur portable parce que le mien a planté pendant une échéance de travail, dis-je, gardant ma voix calme et posée. Je devais accéder à nos documents fiscaux et j'ai trouvé un dossier intitulé privé qui contenait les preuves d'une liaison émotionnelle de plusieurs années avec Scarlett. Alors, oui, je l'ai regardé et maintenant je te demande de l'expliquer. Mason a posé son verre de vin avec plus de force que nécessaire. Il n'y a rien à expliquer. Tu interprètes mal une amitié parce que tu n'as jamais été capable de supporter que je sois proche de Scarlett. C'est exactement le genre de comportement jaloux avec lequel j'essaie d'être patient depuis des mois.
Je sentis quelque chose de froid s'installer dans ma poitrine. Il allait vraiment essayer de me manipuler alors que les preuves se trouvaient entre nous sur l'écran de son ordinateur portable. Mason, j'ai lu les messages textes. J'ai vu les photos de vos déjeuners secrets du mardi. J'ai trouvé les frais de carte de crédit au Riverbank Café chaque semaine pendant 2 ans. Ce n'est pas moi qui interprète mal une amitié. C'est toi qui as une liaison émotionnelle et qui ment à ce sujet. Ce n'est pas une liaison. Mason s'est levé, arpentant la pièce maintenant, sa voix prenant ce ton exaspéré qu'il utilisait pour expliquer quelque chose qu'il pensait devrait être évident. Scarlett et moi sommes des amis proches. Nous le sommes depuis l'université. Oui, nous parlons de choses profondes. Oui, nous nous voyons pour le déjeuner régulièrement. C'est à ça que ressemble une véritable amitié, Aria. Une connexion profonde, une honnêteté émotionnelle, un soutien mutuel. Ce n'est pas parce que tu n'as pas d'amitié comme ça que ça veut dire qu'elles sont inappropriées. Chaque phrase était une déviation soigneusement construite, recadrant sa trahison comme mon inadéquation. J'avais déjà entendu ces tactiques, mais jamais de manière aussi flagrante. Jamais alors que des preuves tangibles se trouvaient entre nous, prouvant qu'il mentait. Elle t'a envoyé un texto à 2 heures du matin pour te demander si tu avais déjà pensé à ce qu'aurait été la vie si vous vous étiez mis ensemble au lieu de rester amis. Dis-je, ma voix plus dure maintenant. Tu as répondu que tu y pensais plus que tu ne le devrais probablement. Ce n'est pas de l'amitié, Mason. C'est de l'infidélité émotionnelle. Tu déformes les choses. Il a arrêté de faire les 100 pas et s'est tourné vers moi. Tu prends des conversations privées hors contexte et tu construis un récit dans ta tête parce que tu es peu sûr de toi concernant mes amitiés. Scarlett et moi parlons parfois de scénarios hypothétiques. Cela ne signifie pas que quelque chose d'inapproprié se passe. La dispute a duré 2 heures, tournant autour des mêmes points, Mason déviant et recadrant chaque preuve que je présentais. Il avait une explication pour tout. Les textos de fin de soirée n'étaient que des amis se soutenant mutuellement dans les moments difficiles. Les déjeuners secrets étaient des rattrapages réguliers qu'il ne mentionnait pas parce qu'il savait que je réagirais mal. Les conversations intimes étaient normales pour des personnes qui avaient une histoire et une profonde compréhension l'une de l'autre. Chaque fois que je soulignais comment son comportement avait franchi les limites, il répliquait que c'était moi qui avais un problème. J'étais trop jalouse pour gérer des amitiés adultes matures, trop possessive pour accepter qu'il ait des liens significatifs en dehors de notre mariage, trop peu sûre de moi pour croire que des hommes et des femmes pouvaient être proches sans que ce soit romantique. J'étais épuisé de défendre la réalité contre sa version révisée. J'avais mal à la tête à cause de la logique circulaire et de la déviation constante. Mais j'ai continué à insister parce que j'avais besoin de l'entendre reconnaître la vérité. J'avais besoin qu'il arrête de mentir et qu'il assume enfin la responsabilité de ce qu'il avait fait. C'est alors que Mason a fait la déclaration qui allait sceller le sort de notre mariage. Il se tenait au milieu de notre salon, les bras croisés et la mâchoire serrée de détermination. Sa voix a pris ce ton condescendant que j'avais appris à reconnaître au cours des derniers mois. Celui qui suggérait qu'il était l'adulte faisant face à un enfant difficile. Si quoi que ce soit, Aria, c'est toi qui dois des excuses à Scarlett. Les mots sont restés en suspens entre nous. Je l'ai regardée, sincèrement choquée au point de rester silencieuse. Elle n'a été que gentille avec toi au fil des ans, a poursuivi Mason, s'échauffant dans son argumentation. Elle a essayé de t'inclure, d'être amicale, et tu l'as traitée avec méfiance et froideur depuis le jour où tu l'as rencontrée. Elle sait que tu ne l'aimes pas. Elle m'a dit que ça la blessait, la façon dont tu agis avec elle. Comment tu essaies toujours de limiter notre amitié. Il faisait vraiment ça. Il essayait vraiment de faire de sa partenaire de liaison émotionnelle la victime et de moi l'agresseur qui devait s'excuser. Tu veux que je m'excuse auprès d'elle? J'ai entendu ma propre voix, étrangement calme, malgré la rage qui montait en moi. Pourquoi exactement? Pour avoir remarqué que mon mari avait une liaison émotionnelle? Pour être mal à l'aise avec des limites inappropriées? Pour avoir fait confiance à mes instincts alors que tu as passé des mois à essayer de me convaincre qu'ils étaient faux? Pour être jalouse et possessive et incapable de gérer que j'ai des amitiés proches? La voix de Mason s'est élevée à chaque mot. Pour avoir fait en sorte que Scarlett se sente mal accueillie et jugée alors qu'elle n'a rien fait de mal. Elle mérite des excuses, et si tu ne peux pas les lui présenter, alors je dois sérieusement reconsidérer ce mariage. La pièce est devenue absolument silencieuse après ces mots. Même la musique de fond semblait s'estomper. Mason se tenait là, les bras croisés et l'expression figée,
croyant clairement qu'il détenait tout le pouvoir en cet instant. Il pensait bluffer, me forçant à choisir entre ma fierté et mon mariage, me faisant plier à sa volonté comme il l'avait fait pendant des mois avec de plus petites choses. Il n'avait aucune idée de ce qu'il venait de faire. Quelque chose a basculé en moi dans ce silence, froid, clair et absolument certain. J'ai regardé mon mari, cet homme qui exigeait que je m'excuse auprès de sa partenaire de liaison émotionnelle pour le crime d'avoir remarqué leur relation inappropriée, et j'ai réalisé qu'il venait de me donner l'arme parfaite. Si Mason voulait des excuses, il en aurait, mais pas celles qu'il attendait. J'ai laissé le silence s'étirer un peu plus longtemps, le regardant se tenir là dans sa certitude autosatisfaite. Puis j'ai parlé d'une voix beaucoup plus calme que ce que je ressentais. D'accord. L'expression de Mason est passée à la surprise. Il s'attendait clairement à plus de disputes. Je vais m'excuser auprès de Scarlett, ai-je continué, mon ton tout à fait raisonnable. Mais faisons-le correctement, chez elle, avec Elia aussi. Si je dois m'excuser pour avoir blessé ses sentiments, je veux le faire juste devant nos deux conjoints pour que tout le monde puisse entendre ce que j'ai à dire. Le visage de Mason s'est illuminé de soulagement et de quelque chose qui ressemblait étrangement à un triomphe. Il a même souri, croyant avoir gagné, qu'il m'avait avec succès brisé pour me soumettre et qu'il avait établi la priorité permanente de Scarlett dans sa vie. Vraiment, tu vas faire ça? Sa voix était maintenant avide, satisfait de lui-même. Absolument, dis-je. Organise ça pour ce samedi soir. Je veux m'assurer que tout le monde est là. Je préparerai ce que je veux dire. Mason a hoché la tête avec enthousiasme, sortant déjà son téléphone pour envoyer un texto à Scarlett au sujet des arrangements. Je l'ai regardé taper, j'ai vu son visage se détendre pour la première fois de la soirée, et je n'ai ressenti absolument rien d'autre qu'une clarté froide. Il n'avait aucune idée de ce que je préparais réellement. Aucune compréhension qu'il venait d'organiser la scène parfaite pour que je fasse exploser la vérité devant tous ceux qui avaient besoin de l'entendre. Mason a passé le reste de la soirée à envoyer des textos à Scarlett au sujet des arrangements, son visage rayonnant de satisfaction à chaque fois qu'elle répondait. Je l'observais de l'autre côté de la pièce, cet homme qui croyait avoir remporté une victoire significative, et je ne sentais qu'une détermination froide s'installer plus profondément en moi. Le lendemain matin, jeudi, je me suis réveillé avec une clarté absolue sur ce qui devait se passer avant samedi soir. Mason est parti travailler à son heure habituelle, m'embrassant sur le front et me rappelant de réfléchir à ce que je voulais dire dans mes excuses. Dès que sa voiture a quitté notre parking, je suis retourné sur son ordinateur portable. J'ai passé 3 heures à documenter méthodiquement tout. J'ai pris des captures d'écran détaillées de chaque conversation compromettante, les organisant chronologiquement de manière à montrer une progression claire. Les premiers messages, datant de 3 ans, étaient assez amicaux, le genre de texto que l'on pourrait échanger avec n'importe quel ami proche. Mais ils ont ensuite évolué progressivement vers quelque chose de plus profond, plus intime, franchissant les limites par petites étapes, si petites que Mason s'était peut-être convaincu que chaque pas individuel était innocent. Dès la 2e année, Scarlett lui envoyait des textos tard le soir pour lui dire qu'elle se sentait déconnectée d'Elia, qu'elle regrettait le genre d'intimité émotionnelle qu'elle avait eue avec des gens qui la comprenaient vraiment. Mason répondait par des paragraphes validant chaque sentiment, partageant ses propres difficultés à se sentir vraiment vu et apprécié. Ils ont commencé à utiliser des surnoms l'un pour l'autre, à dire des choses comme « Tu sais toujours exactement ce que j'ai besoin d'entendre » et « Je ne sais pas ce que je ferais sans toi dans ma vie ». J'ai tout organisé dans des dossiers étiquetés par année et par mois, créant une chronologie qu'il serait impossible de rejeter ou d'expliquer. Ensuite, j'ai compilé les preuves financières, en extrayant nos relevés de cartes de crédit communes et en surlignant chaque dépense de déjeuner du mardi au Riverbank Café des 2 dernières années. J'ai calculé le montant total que Mason avait dépensé pour ses déjeuners secrets. Plus de 7 000 $ pour des repas avec une autre femme alors que nous étions censés économiser pour un acompte sur une maison. Puis j'ai trouvé quelque chose qui m'a retourné l'estomac d'une manière différente. Enfoui dans la boîte de réception de Mason se trouvaient des reçus de cadeaux qu'il avait achetés pour Scarlett. Une écharpe en soie de créateur de chez Nordstrom pour son anniversaire l'année dernière, 250 $. Une bouteille de vin français cher pour sa promotion il y a 6 mois, 180 $. Des fleurs livrées à son bureau de vente pharmaceutique lorsqu'elle a conclu un contrat majeur, 75 $ avec une carte qui disait « J'ai toujours su que tu pouvais le faire. Si fier de toi ». Ce n'étaient pas des gestes amicaux désinvoltes. C'était le genre de cadeau que l'on achète à quelqu'un avec qui l'on est impliqué romantiquement, quelqu'un dont les réussites et les jalons comptent profondément pour vous.
Les messages des cartes étaient affectueux d'une manière qui franchissait toutes les limites professionnelles et platoniques. J'ai tout imprimé, créé des sauvegardes numériques sur 3 comptes de stockage cloud distincts auxquels Mason n'avait pas accès, et j'ai même enregistré des copies sur 2 clés USB différentes que j'ai cachées à des endroits séparés. Je ne prenais aucun risque qu'il puisse supprimer ou manipuler des preuves avant la confrontation de samedi. Jeudi après-midi, j'avais constitué un dossier béton. Mais il me restait encore une chose à faire. Quelque chose qui demandait un courage que je n'étais pas tout à fait sûr de posséder. Je devais appeler Elia Pierce. Je me suis assise à notre table de cuisine, fixant mon téléphone pendant 10 minutes avant de finalement trouver ses coordonnées. Mason les avait enregistrées dans nos contacts partagés pour toutes les fois où nous avions coordonné des dîners en couple et des rencontres sociales. J'avais probablement parlé directement à Elia moins d'une douzaine de fois au cours de toutes les années où je l'avais connu. Il était calme, réservé, le genre de personne qui observait plus qu'elle ne participait aux conversations. Mais j'avais vu quelque chose dans ses yeux lors de ces rassemblements, surtout ces derniers mois. Une sorte de conscience résignée qui suggérait qu'il en savait plus qu'il ne le disait. Le même regard que j'avais probablement moi-même avant de trouver les preuves concrètes. Mon doigt a plané au-dessus du bouton d'appel. Une partie de moi se demandait si cela allait trop loin, si je devais simplement laisser la confrontation de samedi se produire sans l'impliquer au préalable. Mais une autre partie de moi, celle qui avait été manipulée et abusée psychologiquement pendant des mois, savait qu'Elia méritait la courtoisie d'un avertissement. Il méritait de savoir que son monde était sur le point de changer. J'ai appuyé sur « Appeler ». Il a répondu à la 3e sonnerie, sa voix professionnelle et légèrement perplexe. « Ici Elia. »« Salut Elia, c'est Aria Montgomery, la femme de Mason. » J'ai gardé ma voix stable et neutre. Il y a eu une brève pause. « Aria, est-ce que tout va bien? Je t'appelle parce que Mason a organisé ma venue chez vous samedi soir pour présenter mes excuses à Scarlett. Il a insisté pour que les excuses se fassent devant vous deux, et je voulais m'assurer que tu serais à la maison pour ça. » Une autre pause, plus longue cette fois. Je pouvais presque l'entendre traiter les couches de sens sous mes mots. Quand il a repris la parole, sa voix avait changé, devenue plus alerte et concentrée. Je serai là. Aucune question sur la raison des excuses. Aucune confusion sur le fait que je l'appelais directement au lieu de laisser Mason tout coordonner. Juste une compréhension et un accord immédiat. Merci, dis-je doucement. Puis, parce que je voulais qu'il comprenne ce qui se passait vraiment, j'ai ajouté, je pense qu'il y a des choses que tu devrais savoir, des choses qui se sont passées et que tu as peut-être soupçonnées sans en avoir la preuve. Le silence à l'autre bout du fil était lourd de reconnaissance. Finalement, Elia a parlé, sa voix à peine plus qu'un murmure. Merci de m'avoir appelé. Ces 5 mots portaient le poids d'années de suspicion, d'avoir été traité de paranoïaque ou d'hypersensible, de regarder l'attention et l'affection de sa femme se diriger vers quelqu'un d'autre tout en se sentant être le problème pour l'avoir remarqué. Tu mérites de connaître la vérité, dis-je. Nous le méritons tous les deux. Je serai là samedi, a-t-il répété. Et Aria. Quoi que tu prévois de dire, je suis prêt à l'entendre. Nous avons raccroché sans rien dire de plus. Je suis resté là, fixant mon téléphone, sentant le poids de ce que je venais de mettre en mouvement. Elia savait que quelque chose se préparait maintenant. Il serait prêt, alerte, à l'affût de la vérité que j'étais sur le point de révéler. Pendant ce temps, Mason est rentré ce soir-là d'excellente humeur. Il avait apparemment déjeuné avec Scarlett ce jour-là, leur habituel mardi s'étant décalé au jeudi cette semaine pour des raisons d'horaire. Il a parlé avec enthousiasme de la gratitude de Scarlett pour mon accord de m'excuser, de ce que cela signifierait pour elle de mettre les choses au clair, et de comment cela renforcerait vraiment toutes nos relations à l'avenir. J'ai hoché la tête et souri tout en passant mentalement en revue les preuves que j'avais compilées. Vendredi, c'était la même chose. Mason m'a coaché à plusieurs reprises sur ce qu'il fallait dire pendant les excuses. Il avait même écrit des points sur son téléphone que je devais aborder. Reconnaître ma jalousie. Admettre que j'avais mal interprété leur amitié. Remercier Scarlett pour sa patience avec mes insécurités. Exprimer ma gratitude pour sa volonté de me donner une autre chance. Il a même suggéré que j'apporte une bouteille de vin cher en guise d'offrande de paix. Vraiment? Montre-lui que tu es sérieuse dans ta démarche de réconciliation, a-t-il dit sincèrement. J'ai accepté tout. J'ai pratiqué les expressions faciales humbles qu'il suggérait.
J'ai posé des questions de clarification sur le ton et le langage corporel pour lui faire croire que je me préparais sincèrement à livrer les excuses qu'il avait écrites. À chaque séance de coaching, la confiance de Mason grandissait visiblement. Ses épaules se détendaient. Il souriait plus facilement. Il avait réussi à dresser sa femme pour qu'elle se soumette publiquement, ce qui consoliderait la priorité permanente de sa partenaire de liaison émotionnelle dans sa vie. Vendredi soir, il m'a même serré dans ses bras en me disant qu'il était fier de moi d'être assez mature pour surmonter mes problèmes. Je l'ai serré en retour, sentant le poids inhabituel de la tromperie délibérée. Je n'avais jamais été doué pour mentir ou cacher mes sentiments, mais quelque chose avait changé en moi depuis la découverte de ce dossier caché sur son ordinateur portable. J'avais appris du maître. Cette nuit-là, je suis resté allongé à côté de Mason, l'écoutant respirer paisiblement, complètement inconscient que demain ferait exploser son monde soigneusement construit. Le sommeil ne venait pas. Mon esprit tournait en boucle sur ce que je prévoyais, l'examinant sous tous les angles, remettant en question mes propres motivations et méthodes. Étais-je en train de devenir vindicative? L'humiliation publique était-elle vraiment la réponse? Ou étais-je simplement blessé et en train de riposter de la manière la plus destructrice possible? Elia méritait-il vraiment de voir son mariage détruit devant des témoins? Ou aurais-je dû trouver une manière plus douce de lui dire la vérité? Mais chaque fois que le doute s'insinuait, je me souvenais de moments précis des derniers mois. Le visage de Mason illuminé par l'écran de son téléphone lors de notre dîner d'anniversaire, alors que j'étais assise, invisible, en face de lui. Les regards déçus qu'il m'avait lancés chaque fois que j'essayais de fixer des limites avec Scarlett. Le ton patient et condescendant qu'il utilisait pour expliquer pourquoi mon malaise face à leur relation était en fait mon propre échec personnel. La façon dont il m'avait fait douter de ma propre santé mentale et de mes instincts tout en entretenant une liaison émotionnelle cachée qui prouvait que j'avais eu raison depuis le début. J'ai pensé à toutes les femmes qui se taisent parce que dire la vérité met les autres mal à l'aise. Qui s'excuse d'avoir raison parce que c'est plus facile que de rester ferme. Qui endosse la responsabilité des trahisons des autres parce que c'est ce qu'on leur a appris à faire. Et j'ai réalisé que ce que je prévoyais n'était pas une vengeance mesquine. C'était la justice, la clarté, et le genre de vérité qui brise les mensonges confortables dans lesquels les gens vivent depuis trop longtemps. Quand l'aube a enfin traversé la fenêtre de notre chambre, peignant les murs d'une lumière dorée pâle, je me suis levé avec une certitude absolue. Je n'étais plus nerveuse. Je ne remettais plus ma décision en question. J'étais prête à présenter les excuses que Mason avait exigées, mais pas celles qu'il avait écrites. Le samedi était arrivé, et le soir, tout le monde connaîtrait enfin la vérité. Le samedi est arrivé avec un ciel clair et des températures qui appartenaient plus à début septembre qu'à fin octobre. J'ai passé la matinée à me déplacer dans notre appartement comme quelqu'un qui se prépare au combat. Bien que Mason ait interprété ma concentration silencieuse comme de la nervosité à propos des excuses, il n'arrêtait pas de me rassurer en disant que tout irait bien, que Scarlett était sincèrement impatiente de mettre les choses au clair, que cette soirée marquerait un nouveau départ pour nous tous. Je l'ai laissé croire ce qu'il voulait. À 17h, j'étais vêtu d'une simple robe bleu marine qui trouvait le juste équilibre entre le respect et la discrétion. Rien de trop formel qui pourrait suggérer que je faisais une production dramatique de tout ça. Rien de trop décontracté qui pourrait laisser entendre que je ne prenais pas les excuses au sérieux. Mason avait choisi la bouteille de vin cher ce matin-là, un millésime français qui coûtait plus que ce que nous dépensions habituellement pour une semaine de course. Il l'a emballée soigneusement et l'a placée dans un sac cadeau avec du papier de soie, la traitant comme une sorte d'offrande de paix qui scellerait notre réconciliation. Nous avons quitté notre appartement à 18h15 pour le trajet de 25 minutes jusqu'à la maison de Scarlett et Elia. Mason a insisté pour que nous prenions sa voiture et arrivions ensemble, présentant ce qu'il appelait un « front uni ». Il conduisait d'une main sur le volant, l'autre venant de temps en temps tapoter mon genou dans ce qu'il pensait probablement être un réconfort. Il a parlé tout le long du trajet de l'importance de ce geste, de sa fierté de me voir assez mature pour surmonter mes problèmes, de la façon dont notre mariage serait plus fort une fois ce passage difficile surmonté. Je regardais les rues de banlieue défiler par la fenêtre passager. Des maisons en briques, de petits jardins et des familles profitant de la soirée exceptionnellement chaude. Tout avait l'air si normal, si ordinaire. Des gens promenant leurs chiens, des enfants à vélo et quelqu'un lavant sa voiture dans une allée. Aucun d'entre eux n'avait la moindre idée que dans l'une de ces maisons d'apparence similaire, 4 vies étaient sur le point d'exploser d'une manière irréparable. Mason n'arrêtait pas de me jeter des regards pleins d'espoir, mêlés à une nervosité à peine dissimulée.
Une partie de lui se demandait probablement si j'allais vraiment suivre le scénario d'excuses qu'il avait écrit ou si j'allais me défiler à la dernière minute et le mettre dans l'embarras. Je pouvais le voir scruter mon visage à la recherche de signes de rébellion ou de résistance. Cherchant toute indication que je pourrais dévier de la performance qu'il avait si soigneusement chorégraphiée. Je ne lui ai rien donné. Mon expression est restée neutre, peut-être légèrement anxieuse, comme quelqu'un pourrait l'être avant une conversation inconfortable mais nécessaire. Je tenais soigneusement le sac de vin sur mes genoux. Je hochais la tête quand il parlait. Je souriais quand il me serrait le genou. J'étais l'image d'une épouse repentante prête à faire amende honorable et à aller de l'avant. Quand nous nous sommes garés devant la maison de Scarlett et Elia à 18h40 précise, j'ai remarqué que toutes les lumières intérieures étaient allumées. À travers les grandes fenêtres de devant, je pouvais voir dans leur salon où Scarlett s'affairait, arrangeant quelque chose sur leur table basse. Même depuis la voiture, je pouvais dire qu'elle s'était donné du mal pour cette occasion, préparant la scène pour ce qu'elle croyait être sa validation et ma soumission publique. Mason s'est garé dans leur allée, a coupé le moteur et est resté un moment les mains sur le volant. Puis il s'est tourné vers moi avec une expression d'émotion si sincère que j'ai presque eu pitié de lui. « Merci de faire ça », dit-il doucement. « Je sais que ce n'est pas facile, mais ça signifie tout pour moi, Aria. Tout. Notre mariage sera tellement plus fort après ce soir. Tu verras. » J'ai regardé mon mari. Cet homme qui m'avait manipulé pendant des mois tout en entretenant une liaison émotionnelle, qui avait exigé que je m'excuse auprès de sa partenaire pour le crime d'avoir remarqué leur relation inappropriée, qui croyait sincèrement que cette soirée renforcerait notre mariage en cimentant la priorité permanente d'une autre femme dans sa vie. « Je sais qu'il le sera », dis-je en lui serrant la main en retour. C'était le dernier moment où Mason me regarderait avec confiance ou affection, bien qu'il ne le sache pas encore. Nous avons marché jusqu'à la porte d'entrée ensemble, Mason portant le vin dans son sac à dos. Il a sonné, même si à travers la fenêtre nous pouvions voir Scarlett se diriger déjà vers nous. Elle a ouvert la porte avant même que la sonnerie ne s'arrête, son sourire large dissimulant à peine sa suffisance. Elle était parfaite, bien sûr. Un jean de créateur qui coûtait probablement $300, assorti à une blouse en soie crème qui avait cette élégance naturelle que les vêtements chers parviennent toujours à projeter. Ses cheveux méchés tombaient en vagues coiffés par un professionnel. Son maquillage était impeccable, même pour un samedi soir décontracté à la maison. Elle s'était clairement habillée pour cette occasion comme quelqu'un qui s'attend à être photographié pour un magazine de style de vie sur l'art de vivre avec grâce. Mason, Aria, entrez. Sa voix était chaleureuse et accueillante, jouant l'hôtesse gracieuse recevant ses invités. Elle était sincèrement heureuse de nous voir. Elle s'est écartée avec panache, nous invitant à entrer dans leur maison. Je suis si contente que nous fassions ça. Vraiment, mettre les choses au clair sera bon pour nous tous. Mason lui a tendu le vin avec un sourire. Scarlett a fait des bruits d'appréciation appropriés sur l'étiquette et le millésime, bien que j'ai remarqué qu'elle l'a mis de côté sans grand intérêt. Elle était concentrée sur moi, étudiant mon visage et mon langage corporel, essayant de jauger à quel point Mason m'avait brisé pour me soumettre. Elia est apparue depuis la cuisine. Et au moment où nos regards se sont croisés, j'ai vu tout ce que j'avais besoin de savoir. Il était alerte, vigilant, préparé à l'impact. Son expression n'avait rien de l'épuisement résigné que j'avais vu lors de précédentes rencontres sociales. Il savait que quelque chose d'important allait se produire, et contrairement à Mason et Scarlett, il était prêt à ce que ce soit inconfortable. Aria, Mason. Il nous a salués tous les deux, sa voix neutre et professionnelle. Puis ses yeux ont de nouveau trouvé les miens pour une fraction de seconde, et j'y ai vu une reconnaissance. Une acceptation, peut-être même de la gratitude. Nous nous sommes tous dirigés vers leur salon selon une chorégraphie tacite qui semblait répéter bien qu'aucun de nous ne l'ait planifiée. Scarlett et Elia se sont installés sur leur canapé d'angle gris, assis assez près pour paraître unis, mais avec suffisamment d'espace entre eux pour suggérer la distance dans leur mariage. Mason et moi avons pris des fauteuils assortis en face d'eux, une table basse en verre créant une barrière entre nous. La table basse contenait des verres de vin déjà servis, un plateau de fromage soigneusement arrangé avec ce qui semblait être des sélections coûteuses d'une boutique spécialisée, des petites assiettes et des serviettes positionnées juste comme il faut. Scarlett avait clairement passé du temps à mettre en scène cette scène, créant le cadre parfait pour recevoir des excuses qui valideraient des années de violation de limites et de comportements inappropriés. La pièce elle-même semblait théâtrale sous l'éclairage vif, comme si nous étions tous des acteurs à qui on avait donné des scripts, sauf que seul moi connaissais la véritable intrigue.
Mason s'est installé dans son fauteuil et m'a fait un signe de tête encourageant. Son expression rayonnait d'une excitation à peine contenue mêlée de soulagement. Il pensait avoir gagné. Il avait réussi à dresser sa femme pour qu'elle se soumette publiquement, ce qui consoliderait la position permanente de sa partenaire de liaison émotionnelle dans sa vie tout en mettant sa véritable femme à sa juste place, en tant que priorité moindre. Scarlett a joint les mains sur ses genoux avec une attente gracieuse, sa posture parfaite, son expression soigneusement arrangée en un pardon magnanime. Elle était prête à recevoir ma contrition et à accepter mes excuses avec le genre d'esprit généreux qui la ferait paraître encore meilleure aux yeux de Mason. Elias est légèrement adossé au coussin du canapé, les bras croisés lâchement, observant tout avec une intensité concentrée. Il était la seule personne dans cette pièce, à part moi, qui comprenait que quelque chose était sur le point de basculer. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai posé mon verre de vin sur la table basse. Le son du verre rencontrant le bois semblait anormalement fort dans le silence expectant. J'ai regardé directement Scarlett, soutenant son regard, et j'ai commencé à parler d'une voix calme, mesurée, qui ne laissait rien transparaître. Scarlett, je veux commencer par dire que Mason avait absolument raison. J'ai fait une pause, laissant ces mots s'installer dans la pièce, regardant son sourire s'élargir légèrement de validation. Je te dois des excuses. Une autre pause. La posture de Scarlett s'est détendue d'une fraction. Le visage de Mason s'est illuminé de soulagement et de satisfaction. L'expression d'Elia n'a pas changé du tout, mais j'ai vu ses yeux s'aiguiser d'attention. Mais pas pour les raisons que vous pensez. L'atmosphère dans ce salon a changé si radicalement que je pouvais presque sentir la pression de l'air changer. Le sourire encourageant de Mason a vacillé et s'est figé sur son visage. L'expression de Scarlett est passée d'une acceptation gracieuse à une incertitude prudente. Elia s'est légèrement penché en avant, toute son attention maintenant fixée sur moi, chaque muscle de son corps en alerte. J'ai continué de la même voix calme et mesurée, sans élever le volume ni changer de ton, simplement en disant la vérité avec le genre de clarté qui vient d'une certitude absolue. Je m'excuse d'être resté silencieuse alors que j'aurais dû parler il y a des années. Je m'excuse de vous avoir permis, à toi et à Mason, de continuer une liaison émotionnelle sous mon nez tout en me convainquant que j'étais folle de me sentir mal à l'aise. Mason a essayé d'interrompre, sa voix sèche d'avertissement. Arya, qu'est-ce que tu... J'ai levé la main, le coupant en pleine phrase sans même le regarder. Mes yeux sont restés fixés sur le visage de Scarlett, regardant sa façade soigneusement construite commencer à se fissurer. Laisse-moi finir. Tu as exigé des excuses. Je t'en donne une. J'ai tourné mon attention vers Elia, dont le visage était devenu complètement immobile. J'ai sorti mon téléphone avec des mains stables malgré tout, j'ai ouvert le dossier que j'avais si soigneusement organisé au cours des derniers jours, et j'ai commencé à parler du même ton mesuré. En fait, je m'excuse auprès d'Elia, car il méritait de connaître la vérité sur sa femme bien avant ce soir. Au cours des 3 dernières années, Mason et Scarlett se sont rencontrés tous les mardis pour des déjeuners secrets au Riverbank Café. Ils ont eu des conversations par SMS tard dans la nuit sur les choix de vie alternatifs qu'ils auraient souhaité faire ensemble, sur des regrets intimes et des connexions émotionnelles qui franchissent toutes les limites qu'une personne mariée devrait respecter. J'ai tendu mon téléphone directement à Elia, observant son visage alors qu'il le prenait avec des mains tremblantes. Ses yeux ont parcouru l'écran, lisant le premier message, puis faisant défiler jusqu'au suivant, puis au suivant. La couleur a complètement quitté son visage, au point qu'il semblait sur le point d'être malade. Mais ses mains continuaient de bouger, de faire défiler, examinant méthodiquement chaque preuve que j'avais compilée. Mason était maintenant debout, sa voix s'élevant de panique. Elia, n'écoute pas ça. Elle sort les choses complètement de leur contexte. Tu sais comment Arya est à propos de mon amitié avec Scarlett. Elle a toujours été jalouse et maintenant elle essaie de détruire. Depuis combien de temps? La voix d'Elia a coupé l'explication de Mason comme une lame dans du papier. Il n'a pas élevé la voix. Il n'en avait pas besoin. La froideur de ces 2 mots a fait taire tout le reste dans la pièce. Il regardait toujours mon téléphone, faisant défiler les messages, mais sa question était dirigée vers Scarlett avec une précision absolue. La pièce est tombée dans un silence si complet que je pouvais entendre le tic-tac d'une montre de l'autre côté de la table basse. La bouche de Scarlett s'est ouverte et fermée plusieurs fois. Son expression parfaitement composée s'était maintenant complètement fissurée, des larmes se formant dans ses yeux soigneusement maquillés. Elle a d'abord essayé le déni réflexe, sa voix tremblante. Ce n'est pas ce que tu crois. Mason et moi sommes juste des amis proches.
Nous avons toujours été proches. Il n'y a rien de physique entre nous. Rien d'inapproprié ne s'est réellement passé. Elia a finalement levé les yeux de mon téléphone, et l'expression sur son visage m'a même fait reculer d'un pas. Ce n'était pas de la rage exactement, bien qu'elle soit présente. C'était quelque chose de plus froid et de plus dévastateur. La reconnaissance, la justification. Des années de suspicion réprimée ayant enfin la permission de faire surface. Je ne t'ai pas demandé si tu avais couché avec lui, a dit Elia, sa voix toujours contrôlée mais portant un courant sous-jacent de fureur plus effrayant que des cris n'auraient pu l'être. Je t'ai demandé depuis combien de temps tu avais une liaison émotionnelle avec Mason tout en me faisant sentir fou de le remarquer. Le parallèle avec ma propre expérience était si parfait qu'il semblait orchestré. Nous avions tous les deux vécu le même cauchemar de manipulation psychologique, mais sous des angles différents et dans des mariages différents. On nous avait tous les deux dit que nous étions paranoïaques, peu sûrs de nous ou incapables de gérer des amitiés adultes matures. On nous avait tous les deux fait sentir que nous étions le problème pendant que nos conjoints entretenaient une relation inappropriée juste sous nos yeux. La façade soigneusement entretenue de Scarlett s'est complètement effondrée. Des larmes ont coulé sur ses joues, ruinant son maquillage parfait. Elia, s'il te plaît. Tu te méprends. Nous n'avons jamais voulu que. 3 ans. La voix d'Elia était maintenant plate, lisant les horodatage sur mon téléphone. Selon ses messages, cela dure depuis au moins 3 ans. 3 ans de déjeuner secret. 3 ans de conversations nocturnes sur le regret de tes choix de vie. 3 ans où tu lui as dit des choses que tu ne m'as jamais dites. Il a fait défiler plus loin, sa mâchoire se crispant en lisant. En voici un d'il y a 8 mois où Scarlett demande à Mason s'il pense parfois à ce qu'aurait été la vie s'ils s'étaient mis ensemble au lieu de rester amis. Et Mason répond qu'il y pense plus qu'il ne le devrait probablement. Mason avait retrouvé sa voix, mais au lieu de s'excuser ou de reconnaître la vérité, il s'est directement mis en mode gestion de crise. Il était maintenant debout, le visage rouge d'un mélange de colère et d'humiliation, me montrant du doigt comme si c'était moi qui avais commis une trahison impardonnable. Arya, tu détruis tout. Ce n'est pas ce que je voulais dire quand je t'ai demandé de t'excuser. Tu as déformé ce que je t'ai demandé de faire. Tu as sorti des conversations privées complètement de leur contexte, et tu les utilises comme des armes pour blesser des gens qui n'ont rien fait de mal. Sa voix s'est brisée de désespoir alors qu'il tentait de recadrer toute la situation, essayant de faire passer ma révélation de la vérité pour de la manipulation ou de la vengeance plutôt qu'une simple honnêteté. Il s'est tourné vers Elia avec les paumes vers le haut dans un geste d'apaisement, essayant de sauver quelque chose des décombres. Écoute, Elia, tu dois comprendre. Scarlett et moi sommes des amis proches depuis l'université. Nous avons une histoire ensemble. Oui, peut-être que nous parlons plus que des amis typiques. Peut-être que nous sommes plus connectés émotionnellement que certaines personnes pourraient le juger approprié. Mais rien de physique ne s'est jamais produit entre nous. Nous n'avons jamais franchi cette ligne. La jalousie d'Ariel a complètement déformé une amitié proche. Mais Elia n'écoutait pas la version révisée de Mason. Il faisait toujours défiler mon téléphone, lisant message après message où Mason et Scarlett franchissaient des limites qu'aucune explication ne pouvait justifier. Son expression devenait plus froide et plus fermée à chaque écran. Il est dit ici que tu lui as acheté une écharpe de créateur pour son anniversaire, dit Elia doucement, lisant les reçus par email que j'avais inclus. $250, et du vin cher pour sa promotion. Des fleurs envoyées à son bureau. Il leva les yeux vers Scarlett. Tu m'as dit que ces fleurs venaient d'un client reconnaissant. Les larmes de Scarlett coulaient maintenant librement. Elia, je peux expliquer. Combien? Elia la coupa. Combien d'argent Mason a-t-il dépensé pour toi au cours des 3 dernières années alors que tu me disais que nous devions faire plus attention à notre budget? Les tentatives de Mason pour contrôler le récit s'effondraient en temps réel. Les preuves parlaient plus fort que ces déviations, et Elia était clairement quelqu'un qui faisait plus confiance aux faits qu'aux explications. Je me suis levé lentement, lissant ma robe bleu marine et prenant mon sac à main pendant que Mason continuait ses explications désespérées à un public qui avait cessé d'écouter. Le moment était venu pour moi de partir, de m'éloigner de l'explosion que j'avais déclenchée et de la laisser consumer ce qui restait. J'ai regardé Mason directement, croisant ses yeux pour ce qui serait probablement la dernière fois avec une quelconque intimité ou connexion entre nous. Tu as exigé que je m'excuse pour avoir dit la vérité. Je viens de le faire. Tu m'as dit de le faire devant Elia. C'est fait. Tu m'as menacé de divorce si je n'obtempérais pas. Eh bien, Mason,
considère ceci comme ma réponse à cette menace. Puis je me suis tourné vers Elia, dont l'expression s'était transformée en quelque chose de complexe. Une gratitude douloureuse mêlée de dévastation. La colère de la trahison mêlée au soulagement d'avoir enfin la preuve qu'il n'était pas fou. Je t'ai envoyé des copies de tout à ton adresse email. Toutes les captures d'écran, tous les relevés financiers, toutes les preuves dont tu as besoin pour prendre des décisions éclairées sur ton mariage. Tu mérites de connaître la vérité, et je suis sincèrement désolé de ne pas te l'avoir dit plus tôt. Mason m'a attrapé le bras alors que je me dirigeais vers la porte. Sa prise était assez forte pour faire mal, ses doigts s'enfonçant dans ma peau avec une force désespérée. Sa voix était passée de la colère à la supplication, prenant cette qualité désespérée de quelqu'un qui regarde son monde s'effondrer et qui se démène pour trouver une prise pour arrêter la chute. Tu ne peux pas juste partir. Nous devons en parler. Aria, s'il te plaît. Tu es ma femme. Nous pouvons surmonter ça si tu te calmes et que tu es raisonnable. Je me suis dégagé de son emprise avec plus de force que prévu, laissant des marques rouges là où ses doigts avaient été. Je l'ai regardé dans les yeux une dernière fois. Non, Mason, c'est avec ton avocat que tu dois parler, parce que j'en ai fini d'être l'épouse compréhensive dans un mariage à trois où j'étais toujours la personne la moins importante. Je me suis dirigé vers la porte sans me retourner. Derrière moi, je pouvais entendre Scarlett sangloter, son calme soigneusement entretenu complètement détruit. Je pouvais entendre les questions froides d'Elia continuer, sa voix contrôlée, mais portant ce courant sous-jacent de fureur. Je pouvais entendre les tentatives de plus en plus désespérées de Mason pour expliquer, justifier, pour sauver quelque chose des décombres. Mais plus rien de tout cela n'était mon problème. Je suis sorti dans l'air frais d'octobre et j'ai fermé la porte derrière moi, étouffant les bruits de leur mariage qui implosaient. La rue de banlieue était calme, paisible, en totale contradiction avec la dévastation que je venais de laisser derrière moi. J'ai sorti mon téléphone avec des mains tremblantes et j'ai appelé un VTC, mes doigts tâtonnant sur l'écran. Le chauffeur est arrivé en moins de 10 minutes. Je suis monté à l'arrière et je lui ai donné mon adresse, puis j'ai passé tout le trajet de 30 minutes à regarder par la fenêtre les rues de banlieue qui défilaient, les maisons avec les lumières allumées et les familles à l'intérieur. Des gens vivant leur samedi soir normaux, complètement inconscients que dans une maison d'apparence similaire, 4 vies venaient d'exploser de manière irréparable. Une partie de moi se demandait si je devais me sentir coupable de la dévastation que j'avais causée. J'avais détruit mon propre mariage, oui, mais j'avais aussi détruit celui de Scarlett et Elia. J'avais humilié Mason et Scarlett publiquement. J'avais donné à Elia des informations qui le hanteraient probablement pendant des années. Mais surtout, je me sentais soulagé, comme si j'avais enfin cessé de porter un poids dont je n'avais pas réalisé qu'il m'écrasait depuis si longtemps. Quand le VTC m'a déposé à notre immeuble, j'ai traversé le hall et suis monté à notre étage, me sentant comme si je me déplaçais dans un monde différent de celui que j'avais quitté ce matin. J'ai déverrouillé notre porte et je suis entré, et immédiatement l'espace m'a semblé différent, plus léger, en quelque sorte, moins suffocant. Les affaires de Mason étaient partout. Sa veste sur le crochet près de la porte. Ses chaussures alignées près de l'entrée. Son ordinateur portable toujours sur le bureau où j'avais tout découvert. Mais tout cela semblait temporaire maintenant, comme des artefacts d'une vie qui était déjà terminée. Je me suis versé un verre de vin, je me suis assise sur notre canapé dans l'appartement silencieux, et je me suis laissé ressentir tout le poids de ce qui allait suivre. Je suis resté assise sur ce canapé, sirotant mon vin et attendant. Une partie de moi se demandait si Mason rentrerait du tout cette nuit-là, ou s'il resterait chez Scarlett, essayant de sauver ce qui restait de leur relation fantasmée maintenant qu'elle avait été exposée à la dure réalité. Mais un instinct plus profond me disait qu'il reviendrait, ne serait-ce que pour essayer une dernière fois de contrôler le récit. Sa clé a tourné dans la serrure à 23h47. J'avais regardé l'horloge, notant chaque heure qui passait, existant dans cet étrange état suspendu entre l'épuisement et l'hypervigilance. La porte s'est ouverte et Mason est entré. Et l'homme qui est entré dans notre appartement ne ressemblait en rien au mari confiant qu'il avait quitté 5 heures plus tôt. Son visage était ravagé, les yeux rouges et gonflés de ce qui devait être des pleurs, bien que je n'ai jamais vu Mason pleurer, sauf à notre mariage. Ses cheveux étaient en bataille là où il avait clairement passé ses mains à plusieurs reprises. Sa chemise était froissée et partiellement sortie de son pantalon. Il ressemblait à quelqu'un qui avait vieilli de 10 ans en une soirée. Il est resté dans l'embrasure de la porte, me fixant un long moment. Puis il a fermé la porte derrière lui avec un contrôle prudent et est entré dans le salon.
L'expression sur son visage était quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Un mélange de dévastation et de fureur, de chagrin et de rage, tous en compétition pour la domination sur ses traits. Comment as-tu pu faire ça? Sa voix est sortie brute, dépourvue de son ton confiant habituel. Comment as-tu pu m'humilier comme ça? Détruire mon amitié? Partager des conversations privées que tu n'avais aucun droit de voir en premier lieu. J'ai pris une autre gorgée de vin et je n'ai rien dit. J'avais dit tout ce qui devait être dit chez Scarlett. C'était maintenant au tour de Mason de faire face aux conséquences. Il a commencé à faire les 100 pas, ses mouvements saccadés et agités. Tu as violé ma vie privée. Tu as fouillé dans mes fichiers personnels, lu mes messages privés, et puis tu les as utilisés comme des armes pour blesser des gens qui n'ont rien fait de mal. Comprends-tu ce que tu as fait? Tu as détruit 2 mariages parce que tu ne pouvais pas supporter que j'aie une amitié proche. C'était la phase de la colère. Je l'ai reconnu d'après des articles que j'avais lus sur la façon dont les gens réagissent lorsqu'ils sont pris en flagrant délit d'adultère. Nier, dévier, attaquer. Faire de la personne qui a découvert la trahison le méchant. Je l'ai laissé faire les 100 pas et fulminer pendant 20 minutes, passant en revue des accusations sur ma jalousie, mon insécurité et mon incapacité à faire confiance. Puis il a changé de stratégie, s'asseyant sur le fauteuil en face de moi, les coudes sur les genoux, les mains jointes dans une posture suggérant la vulnérabilité et le remords. Écoute, je sais que j'ai fait des erreurs, dit-il, sa voix plus douce maintenant, plus raisonnable. Peut-être que Scarlett et moi sommes devenus trop proches. Peut-être que je n'ai pas fixé de limites appropriées. Mais nous pouvons surmonter ça, Arya. Nous pouvons aller en thérapie de couple. Je mettrai de la distance entre moi et Scarlett. Tout ce dont tu as besoin. Notre mariage vaut la peine de se battre. C'était la phase de la négociation. Promettre le changement, offrir des concessions, essayer de négocier une voie à suivre qui minimiserait ses pertes. J'ai posé mon verre de vin et je l'ai regardé directement. Mason, je demande le divorce. Son visage a subi une autre évolution rapide d'expression. Le choc d'abord, comme s'il n'avait sincèrement pas envisagé cette possibilité, puis le calcul, probablement en train de passer en revue les options de gestion de crise, puis la manipulation, ses traits s'arrangeant en une confusion blessée. Tu surréagis, dit-il, sa voix prenant ce ton condescendant que je connaissais si bien. Tu es émotive en ce moment, ce qui est compréhensible, mais détruire notre mariage pour une amitié que tu as mal interprétée n'est pas la réponse. Tu laisses tes insécurités ruiner quelque chose de bien. C'est exactement ce que j'essayais de t'aider à surmonter. Et voilà. Même maintenant, même pris avec des preuves irréfutables de sa liaison émotionnelle, Mason essayait de faire de cela ma faute. Mon insécurité, ma mauvaise interprétation, mon incapacité à gérer des relations adultes matures. Je me suis levé et je suis allé dans notre chambre sans un mot de plus. J'ai fermé et verrouillé la porte derrière moi. J'ai entendu Mason m'appeler. Je l'ai entendu essayer la poignée de la porte. Je l'ai entendu passer une autre heure à faire les 100 pas dans le salon. Vers 2 heures du matin, je l'ai finalement entendu s'installer sur le canapé, probablement trop épuisé pour continuer sa performance. Le lendemain matin, il a essayé une autre approche. Le mari blessé, qui voulait juste sauver son mariage. Il s'est déclaré malade au travail et a passé toute la journée à me suivre dans notre appartement, essayant d'entamer des conversations sur la reconstruction de la confiance et la progression ensemble. Mais j'en avais fini. Fini de me battre, fini d'expliquer, fini d'accepter la responsabilité des trahisons des autres. Mardi matin, exactement une semaine après avoir fait exploser nos vies chez Scarlett, j'ai appelé Victoria Brennan. J'avais obtenu son nom d'une collègue qui avait vécu une situation similaire et qui avait fait l'éloge de son approche stratégique des divorces difficiles. Victoria avait la réputation d'être minutieuse, intransigeante et totalement insensible aux conjoints qui tentaient de manipuler les procédures par le biais de la manipulation psychologique et du blâme. Son bureau se trouvait au centre-ville, dans l'un de ces bâtiments modernes avec des baies vitrées donnant sur la ville. Victoria elle-même avait la cinquantaine, habillée de manière professionnelle d'une façon qui suggérait qu'elle prenait son travail au sérieux. Elle avait des yeux vifs qui ne manquaient rien et une manière directe que j'ai trouvée immédiatement rassurante. Notre première consultation a duré 2 heures. Je lui ai tout montré. Les captures d'écran organisées chronologiquement, les relevés de cartes de crédit montrant le schéma des déjeuners secrets, les photos, les reçus par email des cadeaux que Mason avait achetés pour Scarlett. Victoria a examiné chaque preuve avec une intensité concentrée,
prenant occasionnellement des notes sur sa tablette, posant des questions de clarification sur les dates et le contexte. Lorsqu'elle a fini d'examiner tout, elle s'est adossée à son fauteuil et m'a donné son évaluation avec le genre d'honnêteté directe dont j'avais désespérément besoin. Les liaisons émotionnelles sont plus difficiles à prouver que les liaisons physiques dans les procédures de divorce, mais la documentation que vous avez compilée est exceptionnellement complète. Cela montre un schéma clair de tromperie s'étalant sur des années, des preuves financières de ressources détournées en dehors du mariage, et une communication qui franchit les limites appropriées. Nous pouvons absolument utiliser cela. Elle a exposé sa stratégie recommandée. Demander le divorce pour faute conjugale basée sur l'infidélité émotionnelle. Pousser pour un règlement favorable étant donné le schéma de tromperie documenté de Mason et le préjudice émotionnel qu'il a causé. Être prête à ce que Mason prétende que j'avais violé sa vie privée en accédant à son ordinateur portable, mais contrer en affirmant que j'avais découvert les preuves accidentellement en utilisant son ordinateur à des fins professionnelles légitimes et que le contenu de ce que j'avais trouvé justifiait une enquête plus approfondie. Il essaiera de vous faire passer pour la méchante, a dit Victoria avec la confiance de quelqu'un qui avait vu ce scénario exact se dérouler des dizaines de fois. Il prétendra que vous êtes jalouse, vindicative, incapable de gérer ses amitiés. Il essaiera de recadrer sa liaison émotionnelle comme une proximité innocente que vous avez mal interprétée. Ne le laissez pas faire. Les preuves parlent d'elles-mêmes. Je l'ai engagé sur le champ. 2 semaines après les excuses explosives chez Scarlett, j'ai reçu un email qui m'a surprise. L'expéditeur était Elia Pierce, et l'objet était simplement « Merci ». Je l'ai ouvert avec un mélange de curiosité et d'appréhension. Le message expliquait qu'Elia avait demandé le divorce le lundi suivant notre confrontation. Armé des preuves que j'avais fournies, il a écrit sur des années à soupçonner que quelque chose n'allait pas, mais à se convaincre qu'il était paranoïaque. Que l'amitié de Scarlett avec Mason était innocente, même quand ses tripes criaient le contraire. Mes excuses lui avaient donné à la fois la validation et la preuve. Les preuves que j'avais compilées avaient rendu impossible pour Scarlett de nier ou de minimiser ce qui se passait. Il m'a demandé si nous pouvions nous voir pour un café un de ces jours, précisant soigneusement que ce n'était rien de romantique ou de compliqué. Il voulait juste parler avec quelqu'un qui comprenait exactement ce que c'était que d'être la 3e priorité dans son propre mariage. D'être manipulé pour douter de ses propres perceptions pendant que son conjoint entretenait une relation inappropriée juste sous son nez. J'ai accepté de le rencontrer, curieuse de cet homme discret que j'avais à peine connu malgré des années de rassemblements sociaux forcés lors d'événements de couple. Nous nous sommes rencontrés dans un petit café du centre-ville un mercredi après-midi. Elia avait l'air différent de ce que j'avais jamais vu. L'épuisement résigné qui avait toujours caractérisé son expression lors des fêtes avait disparu, remplacé par quelque chose de plus solide et présent. Il ressemblait à quelqu'un qui avait enfin cessé de porter un poids qu'il portait depuis trop longtemps. Notre conversation s'est déroulée facilement, d'une manière que je n'avais pas prévue. Il n'y avait pas besoin de faux-semblants ou de performances. Nous nous étions déjà vus dans nos pires moments, avions tous deux été humiliés publiquement dans le même salon, et avions tous deux découvert que nos instincts avaient eu raison depuis le début. Elia m'a parlé d'années à regarder le visage de Scarlett s'illuminer lorsque Mason appelait ou envoyait un texto. D'avoir exprimé son malaise face à leur amitié et de s'être fait dire qu'il était trop sensible, trop jaloux, incapable de gérer des relations adultes matures. De l'érosion lente de la confiance qui se produit lorsque quelqu'un vous fait constamment douter de vos propres perceptions tout en maintenant que c'est vous qui avez un problème. C'était comme écouter mes propres expériences se refléter sous un angle différent. Nous avions vécu des cauchemars parallèles dans nos mariages respectifs, tous deux manipulés et abusés psychologiquement par des personnes qui prétendaient nous aimer tout en donnant la priorité à leur liaison émotionnelle. Grâce à des amis communs et à une observation occasionnelle des réseaux sociaux au cours des mois suivants, j'ai appris que Mason et Scarlett avaient essayé de construire une véritable relation après que les 2 divorces aient été enclenchés. La prévisibilité de la chose était presque drôle. Une fois que leur connexion n'était plus interdite ou secrète, une fois qu'ils devaient faire face à la logistique réelle d'une relation au lieu de moments émotionnels volés et de textos tard dans la nuit, le fantasme s'est effondré sous le poids de la réalité quotidienne. Ils ont duré exactement 4 mois. Des amis communs ont rapporté des tensions croissantes presque immédiatement. Scarlett aurait eu du mal avec la situation financière de Mason après que les règlements de divorce l'aient laissé à court d'argent. Mason a découvert que le besoin constant d'attention et de validation de Scarlett, qui avait semblé attachant lorsqu'il était dirigé vers lui à distance par des messages soigneusement sélectionnés, devenait épuisant lorsque c'était sa responsabilité à plein temps de le gérer.
La relation qui avait semblé si spéciale et profonde lorsqu'elle était menée par SMS et déjeuners secrets s'est avérée n'être qu'une illusion lorsqu'elle a été forcée à l'existence quotidienne. Ils se sont séparés discrètement, sans l'explosion dramatique qui avait marqué la fin de leur mariage. Juste un triste pétard mouillé qui prouvait ce que je soupçonnais depuis le début. Ce qu'ils avaient n'était pas de l'amour ou une connexion profonde. C'était le frisson des liaisons émotionnelles et la validation d'être la priorité secrète de quelqu'un. Le fait de savoir que la relation de Mason et Scarlett avait implosé si spectaculairement après tout ce qu'ils avaient risqué m'a donné un étrange sentiment de clôture. Pas de la satisfaction exactement, bien qu'il y ait eu un élément de justification, mais plutôt la confirmation que mes instincts avaient été corrects depuis le début. Ce qu'ils avaient n'était pas la connexion profonde et transcendante que Mason avait si férocement défendue. C'était du fantasme et de l'évasion déguisée en amitié, et cela n'a pas pu survivre à l'exposition à la réalité ordinaire. 6 mois après cette soirée explosive du samedi chez Scarlett, j'étais assise dans le bureau de Victoria au centre-ville, signant les derniers papiers du divorce. Le soleil de l'après-midi filtrait à travers ses baies vitrées, projetant de longues ombres sur la table de conférence polie où les documents étaient étalés en piles bien ordonnées. Victoria avait négocié un règlement plus favorable que ce à quoi je m'attendais. Mason a accepté de partager nos économies à parts égales, de me laisser garder l'appartement puisque le bail était à mon nom seul, et même de payer la moitié de mes frais juridiques. Victoria soupçonnait que sa générosité inhabituelle venait de son désir de mettre fin rapidement aux procédures avant que plus de détails sur sa relation avec Scarlett ne deviennent publics. Ses collègues et sa famille posaient déjà des questions inconfortables sur la fin de son mariage. Prolonger le divorce n'aurait fait qu'inviter à un examen plus approfondi qu'il ne pouvait se permettre. J'ai signé page après page, regardant ma signature me transformer légalement en simple Aria Montgomery. Pas de nom composé, pas de lien juridique avec Mason, à l'exception de ces derniers documents qui seraient archivés dans un palais de justice. Chaque signature me donnait l'impression de fermer une porte que j'essayais de fermer depuis des mois, mais qui restait constamment entr'ouverte par les tentatives de réconciliation et de manipulation de Mason. Lorsque j'ai signé la dernière page, Victoria a souri et m'a tendu la main. « Félicitations, vous êtes officiellement divorcés. » Je lui ai serré la main. J'ai rassemblé mes copies des documents et je suis sorti de son bureau avec un dossier qui mettait officiellement fin à un chapitre de ma vie et en commençait un autre. Je m'attendais à ce que ce moment soit plus lourd, plus triste. Je m'attendais à au moins un écho de chagrin pour le mariage auquel j'avais cru, l'avenir que j'avais prévu, l'amour que je pensais que nous partagions. Au lieu de cela, je me suis senti plus légère que je ne l'avais été depuis des années, comme si j'avais enfin enlevé un lourd manteau d'hiver que je portais depuis si longtemps que j'avais oublié ce que c'était que de bouger librement. Le soleil de l'après-midi semblait plus brillant en marchant vers ma voiture, plus chaud sur ma peau, porteur du genre de promesse qui vient avec les vrais nouveaux départs. Mes rendez-vous café hebdomadaires avec Elia s'étaient poursuivis tout au long des procédures de divorce. Ce qui avait commencé comme un soutien mutuel entre deux personnes ayant survécu à des trahisons similaires a progressivement évolué vers quelque chose de plus compliqué et d'intéressant. Nous nous rencontrions tous les mercredis après-midi dans le même café du centre-ville, un petit endroit avec des meubles dépareillés et des œuvres d'art locales sur les murs. Au début, nos conversations étaient centrées sur le traitement du traumatisme que nous avions vécu. Nous comparions nos notes sur les tactiques de manipulation psychologique que nos conjoints avaient utilisées, échangions des histoires sur les signaux d'alarme que nous avions ignorés et trouvions du réconfort à être compris par quelqu'un qui avait vécu le même cauchemar spécifique. Mais vers le 3e mois, j'ai remarqué que nos conversations changeaient. Nous parlions moins des douleurs passées et plus de nos vies présentes et de nos possibilités futures. Elia a mentionné une promotion dans son cabinet comptable qui s'accompagnait de nouvelles responsabilités qu'il trouvait sincèrement excitantes. J'ai parlé d'un client de design en freelance qui m'a donné une liberté créative que je n'avais pas connue depuis des années, me permettant d'expérimenter des concepts que j'avais été trop prudente pour essayer auparavant. Nous nous sommes découverts des intérêts communs qui n'avaient rien à voir avec nos mariages ratés. Nous aimions tous les deux les vieux films en noir et blanc des années entre 40 et 50, ceux avec des dialogues intelligents et une cinématographie qui ressemblait à de l'art. Nous préférions tous les deux les sentiers de randonnée un peu difficiles à trouver. Ceux qui nécessitaient des recherches et des efforts, mais qui vous récompensaient par la solitude et des vues que les sentiers plus populaires ne pouvaient offrir. Nous apprécions tous les deux les matins calmes où le silence était confortable plutôt que gênant, où il n'était pas nécessaire de remplir chaque instant de conversation. Un mercredi après-midi au début du printemps, Elia a suggéré que nous nous retrouvions pour dîner au lieu d'un café. La façon dont il a demandé a clairement indiqué que c'était une invitation différente, un passage du soutien amical à quelque chose de plus intentionnel.
Il y a un nouveau restaurant italien qui a ouvert en ville, dit-il, sa voix portant une pointe de nervosité que j'ai trouvée attachante. Je pensais que nous pourrions l'essayer ensemble. Si ça t'intéresse. J'ai regardé cet homme discret qui avait survécu à la même trahison que moi, qui comprenait sans explication ce que c'était que d'être manipulé par quelqu'un en qui on avait confiance. Nous étions tous les deux méfiants à l'idée de nous lancer dans quelque chose de sérieux. Tous deux portant des blessures qui mettraient du temps à guérir. Mais nous avions construit quelque chose d'honnête entre nous au cours de ces mois de conversation du mercredi après-midi. Une fondation basée sur la vérité plutôt que sur l'illusion, sur une compréhension sincère plutôt que sur le fantasme. J'aimerais beaucoup, dis-je. Nous avons pris les choses lentement, tous deux conscients que la confiance se reconstruit progressivement après avoir été complètement démolie. Mais la fondation semblait différente cette fois-ci, solide d'une manière que mon mariage avec Mason n'avait jamais été. J'ai rencontré Mason par hasard un samedi après-midi, environ 8 mois après la finalisation de notre divorce. J'étais dans la section des fruits et légumes de l'épicerie, tendant la main vers un sac de pommes biologiques, quand une autre main a atteint le même sac exactement au même moment. Nous nous sommes tous les deux retirés, avons commencé à nous excuser, puis nous nous sommes reconnus. Mason avait l'air différent de la dernière fois que je l'avais vu, plus âgé, en quelque sorte plus usé. De nouvelles rides s'étaient formées autour de ses yeux et de sa bouche, le genre qui vient du stress et des prises de conscience difficiles plutôt que du rire. Ses cheveux avaient plus de gris. Il avait perdu du poids, mais pas de manière saine. Plutôt comme s'il avait cessé de se soucier des repas réguliers. Nous sommes restés là maladroitement un moment, tous deux tenant des légumes que nous ne voulions plus. Aucun de nous ne savait quel était le protocole pour les rencontres inattendues avec des ex-conjoints dans les rayons des légumes. « Aria, dit-il finalement. Comment vas-tu ? » Ma réponse fut simple et honnête. « Je vais bien. Je travaille sur des projets de design intéressants, j'apprécie l'appartement, je construis une vie qui me convient. » Mason hocha la tête, quelque chose qui aurait pu être un bonheur sincère traversant son visage. « Je suis content que tu ailles bien. » Il semblait vouloir dire quelque chose de plus significatif, luttant avec des mots qui ne se formaient pas tout à fait. Finalement, il parla doucement, presque trop bas pour que je l'entende par-dessus le bruit ambiant de l'épicerie. « J'ai fait des erreurs, beaucoup d'erreurs. J'ai mal géré notre mariage. J'aurais aimé écouter quand tu as essayé de me dire la vérité sur ma relation avec Scarlett. Les excuses étaient sincères. Je pouvais l'entendre, mais elles arrivaient bien trop tard pour changer quoi que ce soit entre nous. Certaines choses ne peuvent être retirées. Certains dommages ne peuvent être réparés. J'ai apprécié la reconnaissance, mais je n'ai rien ressenti au-delà de ça. Plus de colère, plus de douleur, juste la reconnaissance que c'était une personne que je connaissais autrefois et qui m'avait appris des leçons importantes sur les limites et la confiance en soi. « J'apprécie que tu dises ça », ai-je répondu. Il y eut une pause. Puis j'ai demandé, parce qu'une partie de moi était curieuse de savoir comment leur histoire s'était terminée. « Comment va Scarlett ?» L'expression de Mason se ferma immédiatement, son visage se refermant d'une manière qui me dit tout ce que j'avais besoin de savoir avant même qu'il ne parle. Nous nous sommes séparés il y a des mois. Il s'avère que ce que nous avions ne se traduisait pas bien en une véritable relation une fois que ce n'était plus secret. Il rit sans humour. Je vis dans un studio de l'autre côté de la ville, en train de découvrir qui je suis en dehors du fantasme que j'entretenais. Nous nous sommes séparés cordialement après ça. Tous deux conscients que certains ponts, une fois brûlés, ne peuvent jamais être reconstruits. Ils peuvent seulement être reconnus comme faisant partie du paysage qui nous a façonnés pour devenir ce que nous sommes ensuite. Aujourd'hui, je vis dans un appartement qui ne porte plus aucune trace de Mason ou de notre mariage. J'ai entièrement redécoré après la finalisation du divorce, effaçant les rappels visuels et les remplaçant par des choix qui ne reflètent que mes goûts et préférences. Les étagères contiennent des romans que je veux vraiment lire plutôt que des titres impressionnants que Mason pensait que nous devrions exposer. Les murs présentent des œuvres d'artistes locaux dont le travail me parle plutôt que des pièces choisies pour impressionner les invités. Les meubles sont disposés pour mon confort et ma vie quotidienne plutôt que pour recevoir des couples que je n'ai jamais voulu accueillir. Le silence ici n'est pas synonyme de solitude. Il est paisible. Le son d'une vie retrouvée, de limites respectées, de la vérité dite sans excuse. Elia et moi prenons toujours les choses lentement. Nous reconstruisons toujours la confiance qui a été démolie dans nos précédents mariages. Mais ce que nous construisons semble différent cette fois-ci. Honnête au lieu d'être joué, basé sur le respect au lieu de la manipulation,
construit entre deux personnes qui comprennent la valeur de la vérité parce que nous avons tous deux payé le prix pour avoir vécu dans le mensonge. Je repense parfois à cette nuit-là, à ces excuses explosives qui ont fait voler en éclats plusieurs vies dans le salon soigneusement mis en scène de Scarlett. Une partie de moi se demande encore si j'aurais pu gérer les choses différemment, de manière plus privée, avec moins de dévastation publique pour toutes les personnes impliquées. Mais surtout, je comprends que certaines vérités doivent être dites à voix haute. Elles doivent être vues par tous ceux qui ont été affectés par les mensonges. Mason voulait que je m'agenouille et que je m'excuse d'avoir blessé les sentiments de Scarlett. Je lui ai donné exactement ce qu'il demandait. J'ai juste fait en sorte que les excuses révèlent chaque vérité inconfortable qu'il s'était tant efforcé de cacher. La morale s'est cristallisée clairement au cours de ces mois de reconstruction. Ne forcez jamais des excuses d'une femme qui dit la vérité, car les femmes comme moi ne s'excusent pas de voir clair. Nous nous excusons d'être restées silencieuses trop longtemps. Et quand nous parlons enfin, nous réduisons en cendres chaque mensonge soigneusement construit. Mason a appris trop tard que forcer quelqu'un à s'excuser n'est une victoire que si vous contrôlez ce pourquoi il s'excuse. Je ne me suis pas incliné devant la vérité. Je l'ai utilisée comme une arme. Et ce faisant, j'ai reconquis ma vie, ma dignité et ma compréhension que parfois, la chose la plus puissante qu'une femme puisse faire est de refuser de faire semblant plus longtemps. Le silence dans lequel je vis maintenant n'est pas le silence de la soumission. C'est le silence de la paix qui vient après avoir finalement cessé de porter les mensonges des autres et commencé à vivre dans la lumière claire et vive de sa propre vérité. Si cette histoire de vérité calculée et de vengeance puissante vous a complètement captivé, appuyez sur le bouton j'aime dès maintenant. Ma partie préférée a été quand Arya s'est agenouillée comme pour présenter des excuses humbles, puis a révélé chaque vérité cachée sur la liaison émotionnelle de Mason et Scarlett devant leurs deux conjoints. Quel a été votre moment préféré? Dites-le dans les commentaires ci-dessous. Ne manquez pas d'autres histoires fascinantes de justice et de vérité comme celle-ci.